Le Marais, on en parle comme d'un quartier branché, élégant, chargé de musées et de rues médiévales. Mais ce mot Marais, que désigne-t-il vraiment? Ce n'est pas un arrondissement ni un découpage administratif. À l'origine, c'est littéralement un marais, un marécage, une terre humide, presque inhabitable, hostile. Et pourtant, c'est ici, dans une zone longtemps délaissée, que Paris a écrit certains de ses plus grands chapitres. Aujourd'hui, on commence une série qui va chercher à comprendre ce qu'est vraiment le Marais. Et pour ça, il faut revenir il y a longtemps, quand il était le Marais des Rois. La Seine. Dans l'Antiquité, elle coulait plus au nord, aux alentours de l'actuelle place de la République. En changeant de lit et en se retirant plus au sud, elle a laissé des terres inondées et marécageuses, impropres à la construction. Le Marais n'est alors ni le 3e ni le 4e arrondissement. Ce n'est pas un quartier figé, c'est une entité mouvante, presque organique. Et pendant des siècles, personne ou presque ne s'y intéresse vraiment. Un changement s'amorce à partir du XIIe siècle. Pour mettre fin à l'insalubrité, on assèche, on draine, on trace des rues un peu plus rectilignes. Les ordres religieux structurent l'espace. Templiers, hospitaliers, puis les grandes abbayes. On retrouve aujourd'hui beaucoup de noms de rues liés à ces ordres religieux. Bien sûr, rue du Temple, qui longeait l'enclos fortifié des Templiers. Rue Vieille du Temple, qui suivait l'ancien tracé menant à cet enclos. Mais aussi rue des Coutures Saint-Gervais, qui se rattache aux terres cultivées relevant de la paroisse Saint-Gervais. La rue des Rosiers trouve probablement son origine dans les jardins cultivés par des communautés religieuses. Le Marais tire son nom de ces terres maraîchères. Le Marais n'est pas né d'un seul geste, c'est une construction patiente, presque obstinée. Le tournant, c'est le règne de Charles V, roi de France en 1364. Charles V, c'est l'époque de Duguesclin, la mise en place d'une armée permanente, la volonté de restauration du pouvoir royal, de la stabilité intérieure, et bien sûr, l'enceinte de Charles V. Dès 1360, en tant que dauphin, Charles acquiert les terrains entre les rues de Saint-Paul, Saint-Antoine, du Petit-Musc et la Seine. Paris s'étend, s'étouffe, et Charles décide de repousser les murs. Le Marais, jusque-là périphérique, entre dans Paris, et surtout, Charles s'y installe. Il établit sa résidence à l'hôtel Saint-Paul. En fait, un ensemble composite de 4 hôtels. Il fait construire des jardins, des salles d'apparat. Le Marais devient littéralement un quartier royal. Et quand un roi s'installe, toute la cour suit. Nobles, officiers, financiers, tout le monde veut sa place près du pouvoir. L'installation de Charles V à Saint-Paul amorce un déplacement progressif du centre de gravité aristocratique parisien vers l'Est. Mais pourquoi ce changement de résidence? Un caprice de roi? Non, pas vraiment. En 1358, Charles a vu la révolte des bourgeois, menée par Étienne Marcel, envahissant le palais de la Cité. Il ne veut plus dépendre d'une population urbaine parfois imprévisible. Saint-Paul est plus facilement défendable. La monarchie se détache également de son passé capétien, et Saint-Paul correspond mieux à cette monarchie de cabinet, réfléchie, plus organisée. Charles VII délaissera l'hôtel Saint-Paul pour l'hôtel des Tournelles voisins. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ces deux ensembles. Plus de 2 siècles plus tard, Henri IV et Louis XIII parachèvent la métamorphose. Henri IV fait édifier cette place, mais c'est 2 ans après son assassinat, en 1612, que la place royale, notre actuelle place des Vosges, est inaugurée. Elle est conçue par Louis Métezeau sur un plan presque carré, de 140 mètres de côté. Un premier urbanisme à la française, symétrique, ordonné, presque théâtral. Le Marais devient le quartier le plus prestigieux de Paris. 2 pavillons dominent l'ensemble.
celui du roi qui appartient à la famille royale, mais qui n'y a jamais vécu. Ici, les rois n'habitent plus, mais ils montrent. Ils montrent la puissance restaurée de la monarchie, l'ordre retrouvé après les guerres de religion. Le second grand pavillon est celui dit à tort de la reine, alors que la famille royale ne l'a jamais possédé. Dès 1682, un jardin clos est aménagé au centre, avec une statue de Louis XIII. Il ne s'agit pas celle d'origine, car celle commandée par Richelieu a été détruite lors de la Révolution. Avec sa couronne de laurier, son glaive et sa cuirasse, Louis XIII pose en empereur romain. Cet espace est pensé pour impressionner, et cela fonctionne. La noblesse s'y précipite et construit ses hôtels particuliers. Parmi les premiers propriétaires, Philippe Ier de Coulanges, le grand-père de Madame de Sévigné, le conseiller du roi Pierre Fougueux d'Écure, le capitaine Marchand, Antoine Ribaud, intendant des finances. Et parmi ces hôtels, l'hôtel de Sully. Sa construction débute en 1625 à la demande du contrôleur des finances Mesme-Gallet. Il est acheté en 1634 par Maximilien de Béthune, duc de Sully. Dire le Marais, ce n'est donc pas parler d'un simple décor. C'est parler d'une terre transformée par 1000 ans de choix politiques, religieux, urbanistiques. Et surtout, un territoire qui n'a cessé de changer. Un marais agricole, lorsqu'on parlait au XIIe de ce territoire comme du jardin potager de Paris. Un marais royal, avec la mise en place de l'hôtel Saint-Paul, puis l'aménagement autour de la place des Vosges d'un espace de pouvoir. Un marais aristocratique, avec l'arrivée des nobles dans les hôtels particuliers. Un marais religieux, populaire également. Un marais artistique, puis un marais contemporain. Dans cette série, nous allons explorer tous ces visages-là. Nous allons parler de ces palais, de ces artistes, de ces ordres religieux, de ces communautés, de ces ruelles, de ces métamorphoses. Parce que le Marais n'est pas un quartier, c'est toute une histoire. Dans le prochain épisode, on va plonger dans ce que le Marais a laissé de plus spectaculaire, ses hôtels particuliers. Ces demeures racontent une noblesse qui monte, qui chute, qui se réinvente. Elles abritent aujourd'hui des musées, des institutions, des écoles, et pourtant, elles portent encore les traces des familles qui y ont vécu, aimé, construit leur pouvoir. On se retrouve bientôt pour découvrir ce qui a donné au Marais son éclat le plus spectaculaire. À très vite dans Chroniques parisiennes.